Certaines scènes de nos univers préférés nous marquent parfois tellement qu'elles restent accrochées à nos mémoires. La musique a pu nous toucher, un jeu d'acteur exceptionnel, un plot twist inattendu, ou un mélange peut-être de tous ces ingrédients. Les œuvres visuelles ont un fort pouvoir évocateur sur nous. Il suffit parfois d'un nom pour faire revenir à notre mémoire pléthore d'images qui nous ont saisis par le passé. J'aimerais vous faire voyager à travers ces scènes qui hantent mon propre imaginaire, pour vous les faire découvrir ou redécouvrir. Bienvenue dans Anatomie d'une scène, où je vais prendre un malin plaisir à disséquer ce qui fait qu'une scène d'animation est mémorable. Pour ce premier épisode, on s'attaque à un manga absolument mythique, One Piece. Je préfère prévenir tout de suite, cette vidéo contiendra de nombreux spoilers pour le manga One Piece ainsi que pour sa série animée. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de cette merveilleuse ode à l'aventure qui est l'œuvre de Eiichiro Oda, je ne peux que vous enjoindre à repousser le visionnement de cette vidéo pour d'abord vous plonger dans One Piece. Maintenant que c'est dit, on peut s'y mettre. La liberté est probablement le thème le plus central de tout One Piece. On y suit Luffy, notre protagoniste, dans sa quête pour devenir le roi des pirates, c'est-à-dire l'homme le plus libre sur les mers. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à une scène assez récente puisqu'on va parler du Red Rock. Cette scène fait partie de l'épisode 1015, un véritable chef-d'œuvre d'animation. D'abord, nous avons à la réalisation Megumi Ishitani, qui s'est aussi occupé des épisodes 957 et 982 de One Piece. Ensuite, nous avons au début de l'épisode une scène additionnelle qui n'était pas dans le manga, qui fait un très beau parallélisme entre Gold Roger et Luffy. Et enfin, nous avons notre rematch que nous attendons depuis très longtemps entre Luffy et Kaido, entre la pire génération et les 4 empereurs. Si la liberté est un des thèmes centraux dans One Piece, il est normal que ses antagonistes symbolisent des anti-libertés. Crocodile et ses complots pour tenter de prendre le contrôle d'Alabasta, Doflamingo avec sa cage à oiseaux qui va essayer d'enfermer nos protagonistes, ou encore Impel Down, la gigantesque prison sous-marine. Pour jouir de sa liberté comme Luffy veut le faire, il faut pouvoir en assumer la responsabilité et affronter tous ses différents ennemis. Et parmi tous les adversaires possibles, les 4 empereurs représentent la force ultime sur les mers. Confronter les empereurs, c'est s'assurer sa capacité à être libre sur les océans. Si on peut les battre, on peut être serein dans notre aventure. Et celui qui représente la confrontation ultime, le test de force absolue, c'est Kaido, l'un des empereurs. 死に場所を求める男の名は百獣のカイドウ。 Dressons un rapide portrait du gaillard. Le gonze mesure 17 mètres de haut. Il a la tête de Gengis Khan, il a des tatouages de Yakuza sur tout le corps, il a des bracelets de force qui pèsent chacun 1 tonne, il est si fort qu'il s'ennuie, et il essaye de se tuer en sautant tête la première d'une île céleste, située à environ 100 000 km du sol. Il manie une grosse massue avec des pics parce que pourquoi pas, et enfin, son fruit du démon lui permet de se transformer en dragon. Est-ce que ça va ou il vous en faut un peu plus? Tout dans son intro, dans son design, dans ses capacités, nous montre que Kaido est le plus fort du monde. La première confrontation entre Luffy et Kaido était d'une importance capitale, pour nous rendre compte de la capacité de Luffy à continuer son rêve sur les mers. Elle eut lieu à l'épisode 915 avec le résultat qu'on connaît. Et naturellement, on est très frustré.
Luffy est de retour à la case départ, il va encore une fois falloir qu'il devienne plus fort, et chez le spectateur va monter une frustration en attente de ce rematch. Ce qui nous amène donc sur notre scène en question, qui n'est autre que l'introduction à ce fameux rematch. On commence avec Kaido qui domine complètement la scène. Le visage meurtri de Kinemon en est une preuve éloquente. Le rouge et le violet sont prédominants. Ils représentent la violence et la force de Kaido. En armant son gourdin, il fait changer la couleur de la scène, comme si le contrôle qu'il exerçait allait briser le quatrième mur. Son coup de massue fait même changer la couleur à l'étage du dessous, pour illustrer que son contrôle s'étend au-delà de son environnement immédiat. La foudre vient frapper sa massue, comme si Kaido contrôlait les éléments. Le personnage est mis au même niveau qu'une catastrophe naturelle, et le fait qu'il se confonde avec les montagnes de l'arrière-plan vient renforcer cet aspect. Ici, l'animation est très fluide, elle entre en synergie avec la composition très dynamique des plans. On joue beaucoup sur les anticipations pour tenir le spectateur en haleine. Une anticipation, en quelques mots, c'est le fait de retarder une action pour en renforcer l'impact. On le voit notamment avec Kaido qui lève sa massue. Les cadrages s'enchaînent avec beaucoup de dynamisme et de richesse. Plongée, contre-plongée, gros plan, establishing, etc. La vitesse nous fait perdre en lisibilité, mais c'est au profit des symboles et des couleurs. Au moment où Kaido lève sa massue, il est vu en plongée, ce qui d'habitude rapetisse les personnages. Ici, pour renforcer le contrôle de Kaido, on inverse cette valeur, puisque sa massue occupe une part gigantesque de l'écran et qu'on peut apercevoir Luffy et Kinemon minuscules en comparaison. La transition avec la suite se fait avec Luffy dans les airs, premier signe d'une domination sur Kaido. Luffy est lui dans des tons plus froids, avec du bleu notamment. Idem pour Mononosuke, qui est dans des tons assez clairs pour symboliser le fait qu'il est en sécurité. Dans un environnement maternel, loin du combat, le bleu symbolise la maîtrise de Luffy. On voit aussi du rouge et du doré, qui vont eux représenter la passion et l'espoir. On remonte jusqu'au bras de Luffy, qui va faire la transition avec le flashback. Sa force va donc venir de ce qu'il a vécu jusqu'à présent à Wano. Cette partie est un flashback. Attention toutefois, on est bien loin des flashbacks en noir et blanc à la Naruto. Niveau animation et cadrage, on est principalement sur des plans fixes, qui vont s'enchaîner à la manière d'un diaporama, même si les plans restent, eux, très vivants. Pour les couleurs, on retrouve le rouge, qui rappelle l'incendie, et la violence de Kaido évoquée plus tôt. On passe sur des couleurs plus claires, comme le bleu, qui évoque la nostalgie d'une époque terminée. Le jaune et le doré sont associés à l'équipage du chapeau de paille, qui débarque à Wano. Ils représentent l'espoir que les choses changent pour le pays. On a un passage avec du vert, qui est là pour illustrer la perfidie de Kaido et de ses sous-fifres. Et on revient ensuite à nouveau sur du doré avec une aube, toujours associée au chapeau de paille. Le diaporama accélère, puis ralentit avec un beau plan qui tourne autour de Luffy. On a un face-off entre Luffy et l'île d'Onigashima, qui nous rappelle Kaido avec ses cornes gigantesques. Après cette courte pause, les plans vont s'enchaîner de plus en plus vite. On va passer à peine quelques images sur certains plans. On retrouve ici notre jeu de couleurs précédent, les couleurs froides pour représenter les méchants, et le rouge et le doré pour les gentils. Même Marco, un personnage qui est en bleu, a des effets rouges et dorés autour de lui. On souffle enfin avec un gros plan sur le front de Luffy. C'est le centre de ses émotions, de sa mémoire qu'on vient de voir défiler dans le flashback. Le plan traîne même trop en longueur pour amplifier le contraste avec la vitesse du diaporama qui vient de se finir. La longueur du plan met presque mal à l'aise, on retient notre souffle. Ici, c'est la couleur bleue qui domine dans la scène, et elle symbolise le calme et la maîtrise que Luffy a su obtenir à force d'entraînement. On a une transition brutale qui passe par du noir et blanc pour arriver au rouge qui recouvre entièrement l'image, comme Kaido arrivait lui-même à le faire précédemment. C'est maintenant Luffy qui reprend le contrôle de la couleur dans le plan. L'effet est amplifié par le fait que Kaido est éclairé par l'attaque de Luffy. Les ombres, elles aussi, sont différentes, elles sont bien moins acérées qu'au début du plan. On a ensuite une très longue anticipation, on continue de faire monter le suspense jusqu'au climax final. Le cadrage est proche de Luffy qui masque son poing, c'est le bras qui va faire la transition avec la suite de la scène. Ici, on a selon moi le plus beau plan de toute cette séquence. On voit le poing de Luffy dans toute sa splendeur, les flammes dorées représentent l'espoir apporté par Luffy. Et bien sûr, le feu est représenté en rouge, mais il a une signification bien différente au début du plan. Il représente en fait le châtiment de Kaido comme une sorte de juste retour de flamme.
Cette fois-ci, Luffy est minuscule comparé à son poing, qui est immense et qui dépasse de l'écran. Apprécions le contraste entre ce plan et celui qui le précède. Le coup part et la caméra arrive sur Kaido en à peine quelques frames. Fait très intéressant, Kaido perd sa couleur, il passe en noir et blanc. En fait, il perd ici ce qui symbolisait son pouvoir jusqu'à présent dans la scène. On peut ici apprécier le parallélisme dans la composition des plans, entre Kaido qui regarde vers le haut et Luffy qui regarde vers le bas. La position entre les deux personnages est inversée par rapport au début de la scène. Kaido est dominé et rapetissé. On salue au passage la puissance dans la voix de Luffy qui vient renforcer et sublimer l'impact de la scène. On a des impact frames en noir et blanc. L'impact en lui-même est très bref comparé à tout ce temps d'anticipation. Et intéressant, c'est l'un des seuls plans qui reprend le dessin du manga tel quel. Alors, une note rapide sur le fait d'avoir repris une page du manga tel quel dans l'animation. Bien souvent, les adaptations de manga en série animée se font un petit peu page par page, ce qui nous donne un rendu un petit peu diaporama qui souvent manque de vie et de conviction. Alors bien entendu, ces adaptations ont pour but de vendre plus de mangas, elles n'ont donc pas toujours un budget conséquent ou une volonté artistique, mais c'est sympa ici d'avoir une reprise qui est plutôt un hommage de la page du manga plutôt que juste un copier-coller. Kaido est projeté au sol, l'empereur est enfin à terre. Contrairement à la première confrontation avec Luffy, ici, on sait que Kaido a reçu des dégâts. On a ici un très beau plan façon David contre Goliath, avec le géant terrassé et le petit en l'air. L'explosion qui suit nous amène à Big Mom, rapetissé par le cadrage en plongée et balayé par le souffle. Ici, c'est le pouvoir des empereurs qui est remis en cause, et ce bref passage sur Big Mom nous en dit long sur l'échange de pouvoir qui va avoir lieu d'ici peu. Oh no! Les flammes s'envolent et laissent place au bleu du ciel. On revient au calme de Luffy d'avant, l'explosion d'émotion est passée. Le dégel fait écho à la libération de Wano. On a ici un enchaînement rapide de gros plans sur tous les spectateurs de la scène, qui sont incrédules, à l'exception de Zoro qui lui sourit. On a un bref rappel de Kinemon qui est en bleu sombre, lui appartient au passé, le flambeau a été transmis à Luffy, il peut enfin se reposer. Big Mom interpelle Kaido en panique. C'est la troisième fois en très peu de temps qu'on a un gros plan sur son visage en détresse. Kaido aussi est en gros plan, il vacille sous la puissance du coup. Alors, un gros plan, ça sert à nous donner des informations sur les émotions d'un personnage, ce qu'il ressent. Et ici, on a beaucoup insisté sur la détresse de Big Mom et sur la douleur de Kaido. Luffy est coupé par le haut du cadre, il apparaît comme un géant. En contraste, les deux empereurs sont visibles entièrement, malgré la différence de taille, et ils sont floutés comme relégués à l'arrière-plan. La composition ouvre sur le ciel en face de Luffy, symbolisant la liberté, avec le chapeau de paille qui arrive dans le plan pour renforcer cet aspect. On a à nouveau des gros plans sur les deux empereurs, regardez-moi ces têtes. C'est très lourd de sens, après toutes ces décennies de domination sur les mers, ils n'en reviennent pas que les challengers puissent les blesser. On a ensuite un miroir du plan précédent. Cette fois-ci, Luffy est face à nous. On est du point de vue des empereurs. Le ciel bleu représente la liberté, il est occulté par des nuages, il va encore falloir se battre. Kaido et Big Mom font une sorte de barrage de part et d'autre de l'écran, ils font obstacle. On termine par un gros plan sur Luffy pour montrer sa détermination. Sa réplique culte part, mais cette fois-ci, il ne rit pas, il est sérieux. Il est prêt à se battre pour défendre sa liberté absolue sur les mers. Pour résumer, on assiste ici à la remise en cause du pouvoir de ceux qui régnaient sur les mers depuis des décennies. Leur pouvoir est représenté au début de la scène par la maîtrise de la couleur, du cadrage et du rythme. Après un poignant flashback, c'est Luffy qui reprend le contrôle de ces éléments pour les retourner contre les empereurs. Cette scène est donc à la fois l'introduction du combat contre Kaido et Big Mom, mais aussi le premier espoir de les voir tomber. Toute la frustration accumulée par le public a été déchargée dans ce court moment d'action, et on n'a qu'une hâte, voir la suite. Voici pourquoi le Red Rock hante mon univers visuel à moi. En espérant vous revoir très vite, je vous laisse avec un petit teaser de la suite. が来る